Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la BRICHAM, la Chambre britannique de commerce. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, le sujet de notre système de santé, des systèmes de santé, quel impact sur nos systèmes de santé avec la crise du Covid-19. Et pour commencer ce webinaire, la parole au président de la BRICHAM, Stéphane Mort. Bonsoir. Bonsoir, chers adhérents, chers intervenants, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vivement pour l'intérêt que vous portez aux actions et objectifs poursuivis par notre Chambre et pour votre présence dans cette nouvelle édition de nos grands événements débat qui s'articulent aujourd'hui sur le thème « Impact de COVID-19 sur le système de santé marocain ». Je tiens également à remercier chaleureusement nos panélistes pour avoir accepté de livrer leur analyse, bilan et projection en tant qu'acteurs de premier plan qui militent pour le développement du secteur de la santé au Maroc. Le monde attend avec impatience un vaccin contre la COVID-19. Ce vaccin pourra nous aider à sortir au plus vite de cette pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Depuis le début de la crise, l'OMS a joué un rôle considérable dans la prévention et la sensibilisation des États et populations. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Mariam Begdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Elle nous détaillerait le rôle de l'organisation onusienne dans la gestion de cette crise et nous expliquera également comment l'OMS entend faire en sorte de rendre le vaccin anti-Covid le plus accessible possible et du monde entier. Je remercie aussi M. Noureddin Afouaïs, directeur général GlaxoSmithKline Maroc, qui livrera ses premières leçons de cette crise sur le secteur de la santé et son impact sur le secteur pharmaceutique. Cette crise sans précédent secoue les systèmes de santé du monde entier. Comment notre système de santé affronte cette pandémie? Quel impact cette crise pourrait-elle avoir sur son organisation et son efficience? Peut-on assister à une transformation de notre système de santé dans le monde et de l'après-Covid? Ce sont aussi ces questions que nous allons aborder lors de le webinaire avec le professeur Jafar Aghel, directeur de la clinique Vinci et médecin épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses, ainsi que le professeur Shakib Nejari, président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Mes remercions, messieurs, d'avoir accepté notre information. Près d'1 million de personnes sont décédées de la COVID-19 dans le monde. Le Maroc, lui, vient de dépasser la barre de 90 000 cas de contamination et 1 500 décès. Un vaccin contre le coronavirus va-t-il nous sauver de l'épidémie de COVID-19? Peut-il réellement éradiquer la maladie et à quelles conditions? Notre système de santé va-t-il se réinventer et devenir plus performant après cette crise? Autant de questions qui seront abordées lors de ce webinaire et plus encore. Avant de passer la parole à M. Landry Benoit, journaliste et animateur à Atlantic Radio, je tiens à remercier nos fidèles partenaires, GSK, OCP Group, BMCE, Bank of Africa, Bombardier, Cossamar, Africa, Inouï, Maroc Clear, CIH Bank et RIPE pour le soutien indéfectible. Bon webinaire à tous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à nouveau, bonsoir à tous. On va donc effectivement parler de l'impact de cette crise du Covid-19 sur nos systèmes de santé et puis se projeter sur l'avenir. À quand un vaccin? Est-ce qu'un vaccin vraiment peut, entre guillemets, sauver la situation actuelle? Est-ce qu'un vaccin, ça suffit? On a donc effectivement 4 panélistes de qualité avec nous. Je rappelle que le Maroc, à l'heure actuelle, est le 36e pays au monde le plus infecté. On est à plus de 90 000 cas, un peu plus de 2500 décès, 1600 décès exactement, près d'1 million de morts dans le monde, 942 000 malheureusement,
et 30 millions de personnes qui sont affectées. Des chiffres à, entre guillemets, relativiser si on parle également des guérisons. On est à plus de 20 millions de guérisons actuellement. Alors, on va bien évidemment dérouler ce webinaire avec tout d'abord la parole à Myriam Bigdeli, qui est la représentante de l'OMS ici au Maroc, pour nous parler du rôle de l'Organisation mondiale de la santé durant cette crise et du rôle également de l'OMS pour tenter d'avoir un vaccin le plus équitable possible pour tous les pays. Nous parlerons ensuite de l'impact de cette crise mondiale sur nos systèmes de santé avec les professeurs Jafar Ekol et Shakim Nejari. Et puis ensuite, nous aurons la parole à un témoin du secteur pharmaceutique, Nurdine Afouaz, donc le directeur général de GSK au Maroc, pour parler bien de l'impact de cette crise pour le secteur pharmaceutique, et puis également de ses recherches pour un vaccin aux côtés de Sanofi. Tout d'abord, donc la parole à Myriam Bigdeli. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci vous-même. Bien, très bien. D'abord, question toute simple. Aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 à travers le monde et où en est le Maroc précisément? Alors, vous avez cité les chiffres, hein, donc je ne vais pas les répéter. Ça, c'est l'impact visible et direct. On a passé une période difficile partout dans le monde où on a subi le choc, ce qu'on appelle la première vague. Alors après, au Maroc, on ne sait pas si c'est la vague ou la deuxième vague, mais en tout cas, on a eu une période difficile pendant les mois de mars à juin, avec les confinements, avec la première confrontation qu'on a eue tous ensemble avec ce virus. L'impact sur les systèmes de santé, je dirais, elle est multifactorielle. D'abord, y compris au Maroc, je pense que cette expérience, au-delà des chiffres, hein, que je ne commenterai pas, enfin, je peux les commenter si vous voulez, mais au-delà des chiffres, je pense que l'impact a été surtout de révéler des faiblesses qui existaient déjà, des faiblesses structurelles. C'est-à-dire, c'est pas une attaque, le virus n'a pas affaibli les systèmes de santé, même si effectivement à la longue, ça va être le cas, mais il a surtout mis à jour les faiblesses structurelles qui existaient déjà, des faiblesses que l'OMS dénonce d'ailleurs partout dans le monde et depuis très longtemps. La pénurie en ressources humaines, le sous-financement des systèmes de santé, le problème de la gestion des stocks, que ce soit des médicaments, des chaînes d'approvisionnement des médicaments, que ce soit la gestion des matériels médicaux, etc. Les problèmes de gouvernance qui ont impacté la riposte dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc tout ça, ce sont en fait, si vous lisez nos rapports, si vous examinez ce pourquoi nous plaidoyons depuis plus d'une décennie, ce sont des faiblesses que nous avons déjà depuis longtemps pointées du doigt. Nous avions également prévu, en collaboration avec le gouvernement du Royaume et d'autres partenaires, de tenir à Marrakech au mois de mars un sommet planétaire sur la sécurité sanitaire et l'engagement des ministres des Finances et des ministres des Affaires étrangères dans la question de la sécurité sanitaire, qui n'est pas la responsabilité seule des ministres de la Santé. Ce sommet a malheureusement dû être annulé puisque le Covid nous a frappé juste à ce moment-là, mais comme vous voyez, il y avait par anticipation, on n'a pas commencé à le préparer en janvier, on commençait à le préparer déjà bien longtemps avant que le Covid ne soit même à l'ordre du jour. C'est donc une question qui était déjà dans nos préoccupations et qui, dans nos préoccupations, s'adressait à des responsables, pas seulement du secteur de la santé, mais également des responsables et des décideurs du secteur des finances et du secteur de la diplomatie, du ministère de l'Intérieur, etc. Donc, voilà les faiblesses, en fait, voilà l'impact. L'impact, c'est de révéler ces dysfonctionnements, ces problèmes structurels. Maintenant, à nous d'être plus intelligents que ce virus et justement de dépasser les ripostes immédiates, de dépasser la panique de la première vague et donc la riposte très immédiate qu'on a pu avoir pendant les premiers mois, et maintenant d'avoir une véritable réflexion de la façon dont on répond à ces faiblesses structurelles pour justement ne pas que ça recommence, ne pas que ça revienne. Et surtout, je rappelle que
ont été les plus affectés, hein, puisqu'ils représentent 70% du personnel médical dans le monde. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ils sont en première ligne, ils sont très affectés. Aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le signaler, c'est la journée mondiale de la sécurité du patient. Et le thème de cette année est la sécurité des personnels de santé. Parce que nous considérons que la sécurité du patient, c'est la sécurité des personnels de santé. Sans la sécurité des personnels de santé, il n'y a pas de sécurité du patient. Donc, nous célébrons cette journée mondiale aujourd'hui partout dans le monde et nous l'avons mise en place il n'y a pas tellement longtemps. On célèbre beaucoup de journées mondiales. Celle-là est assez nouvelle parce qu'elle était déjà très préoccupante pour nous. Le deuxième point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que le virus, c'est un révélateur de faiblesses, pas seulement du système de santé, mais de notre société, de nos sociétés dans leur ensemble. Parce que vous avez pu voir, lorsqu'on a déconfiné au Maroc, on a commencé à ouvrir, où est-ce qu'il a frappé en premier? Il a frappé dans les usines d'emballage de fraises, dans les usines, dans les conserveries. On avait vu ça déjà auparavant. On avait vu ça parmi les dortoirs de migrants dans certains pays, parmi les populations déplacées, parmi les abattoirs, dans les personnels des abattoirs. Ce sont des personnels qui travaillent, des personnes qui travaillent dans des conditions précaires, qui vivent dans des conditions précaires, qui travaillent au jour le jour pour se nourrir et qui ne peuvent donc pas se passer d'aller travailler quand ils sont malades, etc. Donc, tout un ensemble de facteurs qui ne sont pas sanitaires et sociétaux et qui ont permis au virus de s'introduire profondément dans nos sociétés et de se transmettre. Et ces vulnérabilités-là, elles sont critiques pour pouvoir répondre demain avec un système de santé plus résilient et plus fort. Alors, l'OMS milite pour un vaccin, je le disais tout à l'heure en introduction, équitable pour tous. Une initiative à le jour, c'est la fameuse initiative COVAX, dont le Maroc fait partie. De quoi il s'agit concrètement pour que tout le monde comprenne? Alors, le mécanisme COVAX, je n'ai pas tout à fait bien entendu votre question, mais j'imagine que votre question est sur qu'est-ce que le mécanisme COVAX. Donc, c'est que nous avons mis en place avec nos partenaires, donc il n'est pas uniquement de l'OMS, ce sera possible, et notamment avec un partenaire important qui est Gavi, qui est l'Alliance pour les vaccins. Et il s'agit en fait de faciliter l'accès aux vaccins en promouvant la recherche, mais également en anticipant sur la production du vaccin et sur sa distribution équitable. C'est-à-dire on est très concentré sur la recherche, sur les candidats vaccins, les phases 1, phase 2, les essais sur les volontaires et puis les essais randomisés, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que d'abord, il va falloir aussi le produire, ce vaccin, qu'il faut donc anticiper sur les mécanismes de production qui vont permettre de produire suffisamment de doses. Alors, on va parler de ce que ça veut dire, suffisamment de doses, parce que c'est un sujet important. Oui. On doit aussi s'assurer que les aspects éthiques sont préservés, que la sécurité pas seulement de ceux qui sont dans les essais, mais au moment où le vaccin arrivera sur le marché, de ceux qui vont être vaccinés est également préservé. Donc, le mécanisme COVAX, il permet de monitorer tous les candidats à vaccins. C'est la différence entre ce mécanisme et le fait de s'approvisionner éventuellement à une source unique, ou en tout cas de faire le pari d'une source unique avec des précommandes ou des prépositionnements vers des sources uniques, c'est que le mécanisme suit tous les candidats potentiels. Et donc, il permettra, il facilitera l'accès aux meilleurs candidats dans cette course. Et ensuite, il permet aussi également de déjà commencer à réfléchir aux mécanismes de production de manière à pouvoir accélérer cette phase de production et de mise sur le marché le plus possible dans des conditions de sécurité optimales. Alors, on dénombre à l'heure actuelle une centaine de recherches de vaccins dans le monde, une centaine à un stade avancé. Vous me corrigez si je me trompe, à un stade 8, pardon, à un stade très avancé. On parle beaucoup de Moderna actuellement, qui est détenu par le Marocain Moncef Slaoui aux États-Unis, mais lui-même doute justement d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il faudra attendre l'année prochaine? Sans aucun doute, selon vous, même si la Chine a annoncé encore hier soir, le mois de novembre. Alors, je ne vous entends pas très bien, en fait. Vous êtes un peu brouillé, vos questions sont brouillées. Vous m'avez parlé de Moderna, de la Chine, peut-être d'AstraZeneca, je ne sais pas. Mieux, là.
Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, effectivement, je parlais des vaccins. Donc, il y a une centaine de vaccins qui sont oui. en mode de Moi, recherche. je ne ferai pas de commentaires sur un candidat par rapport à l'autre. Je laisse d'abord, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne vais pas me risquer à regarder leurs données scientifiques. On ne peut pas être spécialiste en tout, donc ce n'est pas mon domaine de spécialisation. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, nous les suivons à l'OMS, les gens qui sont spécialisés, les panels d'experts suivent tous ces candidats à vaccins. Et ce qui est certain, c'est que quand vous dites un vaccin dans les mois qui viennent ou en 2021, oui, peut-être, si on continue à ce rythme d'essais concluants et prometteurs. Néanmoins, je mets en garde que en 2021, ce ne sera probablement pas, si on arrive en fait à identifier le meilleur candidat et à aller de l'avant avec le ou les meilleurs candidats, il peut y en avoir plusieurs, et à booster la production, on n'aura pas un vaccin pour tout le monde en 2021. Donc, à la question de savoir est-ce que le vaccin va nous sauver, peut-être, mais pas en 2021. Est-ce qu'il va éradiquer la maladie? Peut-être, un jour, mais pas en 2021. D'abord parce qu'il y a encore énormément d'inconnus. Oui. Allez-y. Je vous en prie. Oui, d'abord parce qu'il y a énormément d'inconnus sur son efficacité, son innocuité. Il y a énormément d'inconnus sur l'immunité qu'il va procurer, combien de temps ça va durer, s'il va falloir revacciner, combien de doses il va falloir faire, d'une part. D'autre part, on n'arrivera jamais à produire en 2021 suffisamment de doses pour la planète entière. Donc, il va falloir privilégier sans doute de façon équitable, et c'est ça le but de COVAX, probablement les populations les plus âgées qui constituent un risque pour eux-mêmes, mais aussi pour le reste de la population. Donc, essayer de créer une barrière grâce à la vaccination des personnes les plus exposées. Mais donc, bien sûr, il y aura des gens qui vont refuser, il y aura… Pardon ? Là, on parle des personnes âgées, des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Par exemple, les professionnels de santé dont vous avez parlé, qui sont également très exposés, d'autres catégories de professionnels qui sont également très exposés, essentiels à l'économie. Donc ça sera une question, bien sûr, la question de savoir qui on va vacciner. Ce n'est pas l'OMS qui va dicter ça au gouvernement, ce seront les gouvernements qui décideront de leur approche vaccinale. Les schémas de vaccination sont décidés par les gouvernements. Et ce sont les autorités régulatoires des pays qui décident de ça. Ce que nous essayons de nous efforcer, c'est d'avoir une distribution équitable de ce qui sera disponible et aux pays ensuite de décider quelle sera l'utilisation qu'ils vont faire de ces vaccins. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 2021, on ne va pas pouvoir vacciner la population de la planète entière. Ça, on l'a déjà dit. Et donc, il faut changer de paradigme, il faut réfléchir en d'autres termes. On peut en parler, comment vivre avec, comment le vaccin devra s'accompagner toujours des mesures barrières, toujours d'une réforme de l'approche du système de santé, de manière à pouvoir faire face à cette nouvelle maladie qui semble vouloir rester avec nous. Alors, vous avez un petit peu parlé du rôle de l'OMS et justement, je voudrais qu'on en parle avec vous parce que ce rôle de l'OMS, beaucoup de responsables politiques ont pointé du doigt par des facilités ou par des raccourcis. Or, c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé a une mission précise et a un budget aussi qui n'est pas forcément un budget monstre. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre rôle et est-ce que vous pensez que l'OMS, peut-être après cette crise, une fois que cette crise sera dépassée, pourra se réformer pour accomplir d'autres tâches à l'avenir? Tout à fait. Alors oui, la nature humaine déteste le vide. Or, on a eu pendant de longs mois énormément de vide, de questions, de trous à remplir avec beaucoup de choses. Et bien sûr, on cherche un responsable à ce qui nous arrive. On est tous très affectés. L'OMS a une mission. Elle lui est donnée par sa constitution. Et c'est avant tout, enfin c'est un secrétariat d'États membres. C'est une organisation qui sert ses États membres. Ça, c'est absolument essentiel à avoir. Nos fonctions sont définies dans la Constitution. Je vais les résumer rapidement. C'est coordonner la santé internationale,
assister les gouvernements à leur demande, donc à la requête des gouvernements, y compris en cas d'urgence sanitaire, c'est-à-dire sans requête d'un gouvernement pour une assistance, on ne va pas intervenir de force, c'est clair. Le maintien de certains services à ces États membres, comme des services stratégiques comme la statistique et l'épidémiologie. Donc, on produit des données, on est même le gardien de certains indicateurs, la mortalité maternelle avec UNICEF, nos collègues. On est le gardien de certains indicateurs essentiels dans le monde qu'on suit tous les ans. On a l'obligation de favoriser la coopération entre les agences, entre les États membres, mais également entre les agences des Nations Unies et les milieux scientifiques, de promouvoir la santé, de faire un plaidoyer pour les aspects négligés dans la santé et de promouvoir, de développer et de promouvoir des standards. Par exemple, des guidelines de traitement, par exemple, des standards d'efficacité de vaccins, etc. Donc, en aucun cas, on ne peut se substituer aux autorités régulatoires d'un pays. Notre rôle s'arrête là où les gouvernements veulent que notre rôle s'arrête. Si réforme de l'OMS il y a, c'est une réforme qui doit être voulue par les États et qui doit être motivée par les États membres de l'OMS. Je fais la comparaison avec la Chambre de commerce britannique qui nous accueille aujourd'hui. Elle a des entreprises qui sont membres, qui payent des cotisations, qui ont un certain nombre d'exigences de la Chambre de commerce. Elle les remplit. Son rôle s'arrête là où celle des entreprises commence. Et c'est un petit peu une comparaison, on va dire un parallèle avec le rôle de l'OMS. Les prérogatives. Vous êtes en quelque sorte une banque d'informations et une banque de données à la fois. Je devais entre autres, une banque de données, entre autres des guidelines, mais évidemment une assistance technique jusqu'à une intervention directe sur le terrain, si le gouvernement nous le demande. Donc, si les gouvernements nous le demandent, on intervient jusque dans l'opérationnel. Et dans certains pays très affectés par des conflits, par exemple, etc., etc. On fait des campagnes de vaccination, on fait des choses comme ça pour la polio. Et, bon, donc, on a la latitude que les gouvernements nous demandent d'avoir et on apporte l'assistance technique que les gouvernements nous demandent. On n'impose rien à nos États membres, ce sont nos États membres qui nous gouvernent. D'ailleurs, il y a des mécanismes de gouvernance, l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil exécutif, nos budgets sont votés, nos plans d'action sont votés. Pour ce qui est du budget, vous en avez parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie très importante du budget est faite de ce qu'on appelle des contributions volontaires. Donc, il y a les cotisations des États membres, et ça, ce sont les contributions, les fonds qui sont totalement flexibles à notre disposition, bien sûr avec des comptes à rendre aux États membres qui ont cotisé, mais dont nous pouvons disposer par rapport aux priorités qui nous préoccupent. 4 milliards de dollars le budget. Pardon ? Un peu plus de 4 milliards. Alors, sur la BNI 2018-2019, c'était 6 milliards de dollars l'ensemble, on va dire, du budget de l'OMS, dont à peu près 900 millions, 990 millions de ces contributions des États membres. Le reste, ce sont des contributions volontaires qui viennent également des États membres. Par exemple, le gouvernement britannique est un grand employeur de ces contributions volontaires. Ces contributions volontaires sont parfois flexibles, mais assez souvent pas vraiment flexibles, fléchées vers telle maladie, le VIH par exemple, fléchées sur la polio, fléchées sur certains pays cibles que les bailleurs ont identifiés comme étant à même de bénéficier de leur soutien. Donc, ils sont fléchés vers des activités, pas forcément vers des ressources humaines. Donc, ça dépend un petit peu quel bailleur, quels arrangements, quelles négociations. L'Union européenne a ses propres prérequis, les gouvernements ont les leurs, les fondations privées ont les leurs. Donc, effectivement, il y a une marge de manœuvre qui est quand même limitée pour l'OMS aussi de faire ce qu'elle veut de son budget. Ce budget est voté en Assemblée, il est décidé par les États membres. Donc, il y a une responsabilité collective. C'est à ça que sert une organisation internationale. Si elle était seule responsable de ce qu'elle fait, elle ne serait pas une organisation internationale. Par définition, elle est créée pour créer ce mouvement et cette responsabilité collective. Et c'est à travers cette même responsabilité collective que la réforme viendra.
C'est-à-dire que nous, on a indiqué d'ailleurs depuis déjà plusieurs mois que d'abord, on était prêt à l'évaluation de notre action. On espère que toutes les parties prenantes sont également prêtes à évaluer leurs actions, y compris les médias, j'insiste, parce que les médias attaquent beaucoup l'OMS, mais ils ont également un rôle dans la façon dont l'épidémie s'est déroulée. J'espère que les médias, à un moment donné, s'arrêteront et reviendront aussi sur leur action. On appelle ça une after-action review dans les situations d'urgence. Certains ont très bien réagi, d'autres beaucoup moins. Et donc, et que la réforme, en fait, elle va dépendre aussi de la façon dont les États membres vont continuer à nous soutenir dans notre mission. Et nous vont faciliter, en fait, la réforme en soutenant l'esprit pour lequel on a été créé et en permettant que cette réforme se fasse à travers nos institutions. Merci beaucoup, Mariam Bigdeli. Alors, on va donner la parole à professeur Jafar Eikel, qui, je le rappelle, est directeur de la clinique de Syrie. Professeur Jafar Eikel est également épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses. Professeur Jafar Eikel, vous avez des cas de Covid-19 dans votre clinique notamment. Et vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, donc vous avez un regard très intéressant sur notamment cette crise. On va parler avec vous de l'impact de cette crise de Covid-19 pour l'instant sur notre système de santé au Maroc. C'est vrai que le Maroc est passé plutôt d'une gestion proactive à une gestion réactive. Quelle est votre lecture, vous, sur l'organisation de nos systèmes de santé face à cette crise pour l'instant? Quelles premières leçons tirez-vous de la gestion de la crise par les autorités sanitaires? Écoutez, merci beaucoup, Benoît Landry. D'abord, je salue tous mes amis. Je ne connaissais pas Monsieur Afouez de GSK, donc j'en profite pour le saluer. Écoutez, d'abord, je partage parfaitement ce qu'a dit Madame Bigdeli, donc par rapport au rôle donc de l'OMS, et je vais faire une transition par rapport à l'enjeu au Maroc. Je pense que nous avons eu deux phases importantes. La première qui a commencé la deuxième semaine de mars jusqu'au 10 juin, où le gouvernement marocain, ou l'État marocain dans sa globalité, a géré la crise en fonction d'un certain nombre donc, de données, a été, j'allais dire, prédictif d'un certain nombre donc, de mesures. La fermeture donc, des frontières, les écoles, les mosquées par les oulémas, acheter les médicaments au moment voulu, les équipements de protection donc, individuels, avec une réactivité donc, de façon importante, extrêmement rapide, en face d'une situation épidémiologique qui était claire à l'époque. Très peu de cas incidents, une létalité extrêmement faible, plus de 85% des cas qui étaient asymptomatiques, et même on s'est permis, entre guillemets, je m'excuse d'utiliser le terme, le luxe d'hospitaliser toute personne asymptomatique dans le système de santé, qu'il soit public ou privé, lui donner les médicaments et les prendre en charge. On a financé totalement et entièrement la prise en charge des personnes, même dans des hôtels qui étaient asymptomatiques. Il suffisait simplement d'être porteur du virus. Et donc, c'était ce qu'on appelle le principe de précaution adopté, connu en France, que vous connaissez très bien, et que le Maroc a appliqué. Et ma foi, il faut le reconnaître en toute objectivité, en toute honnêteté intellectuelle, le Maroc a été un excellent élève puisque les indicateurs épidémiologiques étaient là, et puis la réaction donc du gouvernement avec un système de santé qui n'était pas débordé. Je vous rappelle que dans cette période, il n'y avait que 3% des lits qui étaient occupés par la Covid-19. 3% seulement. Donc, 3% seulement. Donc, c'est très important. Les services de réanimation n'étaient pas débordés et les autres lits étaient vides. Mieux que ça, on a mis en place un hôpital donc, de campagne de 700 lits qui n'a pas été utilisé jusqu'à la dernière minute. C'est celui de la foire donc, de Casablanca. C'est montrer que le principe de précaution avait marché et qui correspondait à une situation qui était claire, nette, et avec une charge totalement, mais alors là, totalement supportée par l'État à tout point de vue, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse de surveillance épidémiologique. J'en profite pour saluer tous les professionnels de santé donc marocains. Il n'y a pas que les médecins qu'il faut saluer. Je salue mes collègues, mais il faut saluer également les infirmières, les aides-soignantes, les ambulanciers, les techniciens, les femmes de ménage, ceux qui se sont occupés de l'hygiène, qui est très importante dans cette épidémie. Et puis, ce qui s'est passé, c'est le déconfinement. Le déconfinement qui était normal,
on ne pouvait pas laisser, on a été un des pays au monde où le confinement a duré le plus longtemps possible, hein, vous le savez, plus de 80 jours, le plus longtemps possible, avec toutes les conséquences que vous savez, et ce ne sont pas uniquement des conséquences sociales et économiques. C'est des conséquences sociales sur le plan psychologique, la perte d'emploi, malgré les efforts de l'État, hein, pour indemniser les gens à travers la CNSS, indemniser les ramédistes, donner un salaire minimum à tout le monde, donc aider les gens avec les prêts bancaires, décaler les remboursements. Tout ceci a été fait par l'État, par la commission donc, de veille stratégique. Je crois qu'on était bien et on ne s'attendait pas à une autre évolution du cycle épidémique au Maroc. Et après le 10 juin, c'est un autre visage. Et là, malheureusement, et il faut le dire en toute objectivité et sans critique, mais vraiment avec sérénité, avec une critique constructive, on a manqué de planification. Autant on a agi par principe de précaution pendant la première période, autant pendant la deuxième période, il semble que nous n'avons pas suffisamment planifié d'un point de vue stratégie sanitaire. Je m'explique. Au moment après le 10 juin, donc le déconfinement, il était évident, tous les épidémiologistes connus au Maroc, hein, nous avons quand même des épidémiologistes au Maroc, vous en avez quand même sur ce plateau, hein, plusieurs, savent que lorsque le confinement n'est pas une mesure pour stopper une épidémie, tous les épidémiologistes à travers le monde le savent, le confinement est une mesure transitoire d'urgence pour freiner la propagation d'un virus dans une population, le temps de trouver des solutions, qui est peut-être le vaccin, qui est peut-être d'autres types de solutions, et le temps de voir l'évolution de la dynamique épidémique dans une population. Ça n'a jamais été une solution définitive, ni pérenne, ni structurante, mais une solution qui s'impose à tous les États, qui est une bonne solution, mais elle est transitoire. Eh bien, quand vous levez le confinement, dans une population, il suffit simplement que cette population, une partie, ne respecte pas donc de façon stricte donc des mesures barrières, des mesures de distanciation physique, qui, je rappelle, est la principale mesure d'un point de vue épidémiologique, eh bien, vous avez un visage. Avant, on avait peu de cas incidents. Là, on se retrouve avec des centaines, voire plus de 1000 cas incidents tous les jours. Deuxièmement, on se retrouve avec beaucoup plus de cas graves qu'avant, simplement parce que nous avons des retards diagnostiques. Dans la première phase, nous n'avions pas de retard diagnostique puisque toute personne asymptomatique, toute personne était prise en charge et nous avons le principe de dépister, isoler, traiter. C'était clair, net et précis. Après le déconfinement, eh bien, les gens ont estimé que ce n'était pas nécessaire, n'avaient pas envie d'être systématiquement hospitalisés, avec une communication qui n'était pas probablement la plus optimale possible, eh bien, on s'est retrouvé de plus en plus d'automatiques, de plus en plus de cas qui arrivaient en retard, donc de plus en plus de cas malades, de plus en plus de cas graves, et donc une augmentation du nombre de nouveaux décès. Et j'insiste sur ce point, c'est un calcul, le nombre de décès en chiffres bruts a augmenté, non pas en pourcentage. Je répète que la létalité au Maroc reste inférieure à 2% parmi les plus la mortalité dans le monde reste parmi les plus faibles. Hein. Donc le Maroc n'est pas dans les 10 premiers, ni en termes de létalité, ni en termes donc, de mortalité, y compris comparativement aux pays limitrophes donc, de l'autre rive de la Méditerranée, qui sont la France, qui sont l'Espagne ou l'Italie, ou les pays avec lesquels il a des relations importantes, comme la Belgique, comme donc, les pays de l'Union européenne, à cause des résidents marocains à l'étranger. Donc la létalité n'a pas changé. Tout à l'heure, vous nous parliez effectivement qu'on s'est permis le luxe au départ bien de pouvoir hospitaliser l'ensemble des cas Covid, y compris ceux asymptomatiques. Depuis quelques jours, depuis maintenant 3 semaines à peu près, hein, si je ne me trompe pas, on a changé de stratégie. On peut maintenant être directement, s'auto-prendre en charge pratiquement. En tout cas, à domicile, on commence les traitements avant même d'être testé positif ou non. Tout simplement pour une raison. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Benoît, le système de santé est débordé. Le système de santé ne peut plus répondre, et je pense que Myriam en a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la réactivité et la résilience d'un système de santé. Il faut qu'il soit capable de répondre à une demande
nous tous en santé publique, nous savons qu'il faut toujours qu'il y ait une adéquation entre besoin, demande et offre. Aujourd'hui, cette adéquation n'est plus optimale. Nous n'arrivons pas à répondre à une demande de soins de la population Covid-19 et donc, une des stratégies, et qu'on nous avions déjà demandé il y a plus donc de 3 mois, c'est l'hospitalisation à domicile, entre guillemets, ou ce qu'on appelle le suivi à domicile pour utiliser un terme moins fort, des personnes qui seraient asymptomatiques ou avec peu de symptômes. Cela pose d'autres problèmes par rapport au système de santé, on pourra en parler si vous le voulez, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre système de santé n'est pas suffisamment réactif et résilient pour répondre aux besoins de santé de la COVID-19. Mais la conséquence de cela sur notre système de santé, parce que c'est l'objet donc de ce webinaire, c'est que nous n'avons pas pu prendre en charge de façon optimale les autres pathologies chroniques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, avec une conséquence importante, et Dr Bigdeli connaît très très bien donc le sujet puisqu'on y a travaillé ensemble, avec un impact important, retard de diagnostic, et que probablement en faisant les études nécessaires, il faut faire attention. Je pose la question, est-ce que nous n'aurions pas à court terme ou à moyen terme une surmortalité que nous pourrions avoir en raison simplement de l'absence ou du retard du diagnostic des autres pathologies chroniques? Je vous rappelle que les derniers… 9 millions de malades chroniques. Hein. Donc Comment ? On a 9 millions de malades chroniques aujourd'hui au Maroc. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une étude qui a été publiée par le ministère récemment et d'ailleurs à laquelle l'OMS a contribué, qui s'appelle Stepwise, où vous avez quand même 10% des adultes marocains qui sont diabétiques, à peu près 30% qui sont hypertendus, 21% qui sont obèses. Ce sont des chiffres qui vous montrent que les maladies chroniques, et vous le savez, puisqu'aujourd'hui, entre 78, selon les études, entre 78 et 80% des décès attribués au Maroc sont attribués aux maladies non transmissibles. Ce sont des maladies infectieuses qui tuent la majorité des Marocains, mais plutôt les maladies non transmissibles. Et si vous ne vous en occupez pas, eh bien, on aura une surmortalité. Comment ? Pardon. Est-ce qu'on a d'autres cartes encore à jouer? Est-ce que notre système de santé peut encore jouer d'autres cartes vis-à-vis de cette gestion du Covid? Je crois que c'est l'occasion. La Covid, effectivement, il y a un impact sanitaire, social et économique, clair, mais je crois que c'est l'occasion. Et je crois qu'il faut revenir à 3 discours qui sont importants, celui de 2019 et celui de 2020. Il est important à cette occasion, pour permettre de répondre aux besoins de santé de la population, de refondre en totalité notre système de santé. C'est clair, il faut l'accepter, il faut avoir le courage de le faire. Il y a de belles choses qui ont été réalisées. Le programme a été une réussite. La santé de la mère et de l'enfant a été une réussite contre la tuberculose, contre un certain nombre donc, de pathologies. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme et il faut restructurer notre système donc, de santé de telle sorte qu'il puisse être plus réactif et particulièrement pour la population vulnérable. Le dernier discours de Sa Majesté, c'est la couverture sanitaire universelle. Et je crois que tout à l'heure, Dr Bigdeli l'a bien dit, la COVID-19, beaucoup de choses ont été faites, de belles choses, mais qu'est-ce qu'elle a montré simplement? Elle a été simplement un élément parmi d'autres révélateurs des insuffisances et des difficultés du système de santé. De façon générale, hein, on ne lance la balle sur personne, c'est un constat, ce sont des faits. Eh bien, la COVID-19 a montré que nous avons encore des difficultés pour que notre système de santé puisse répondre à la demande et aux besoins de santé de la population marocaine. Par exemple, un élément évident, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait suffisamment participer le secteur privé à la lutte contre la COVID-19 au Maroc, comme nous n'avons pas encore suffisamment fait participer le secteur privé à la politique de santé donc globale, et c'est important de le faire si on veut restructurer notre système de santé pour 2 raisons majeures. 1, la moitié des professionnels de santé sont dans le secteur privé, et deuxièmement, les personnes assurées au Maroc, la grande majorité sont utilisateurs des services de santé dans le secteur privé. Donc, la COVID-19 n'est qu'un élément parmi d'autres qui montre justement aujourd'hui l'importance de revoir avec sérénité, avec calme, avec intelligence, sans démagogie, sans lancer la balle sur qui que ce soit, de réfléchir ensemble dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la santé des populations, de revoir ce système de santé. Alors, professeur Chakib Nejari, je vais vous faire réagir justement à ce que nous dit professeur Jafar Ikol. Est-ce que c'est l'occasion, cette crise,
eh bien de tout changer, ou en tout cas changer de paradigme, refondre notre système de santé. Et comment vous voyez justement l'avenir de notre système de santé post-Covid-19 selon vous? Bonsoir à nouveau. Bonsoir Landry Benoît, bonsoir chers collègues. C'est pour moi bien sûr un honneur et un plaisir de pouvoir contribuer à cette table ronde extrêmement importante dans ce contexte. Oui, effectivement, comme l'a dit Madame la représentante, professeur Heikel, aujourd'hui, le système de santé marocain ne peut plus être envisagé comme il était avant. Et comme ça a été déjà dit par le ministre de la Santé lui-même, comme ça a été dit dans le discours de Sa Majesté, moi je crois que c'est une occasion justement pour réformer notre système de santé, pour prendre en compte les leçons, pour tirer les leçons qu'on doit tirer de cette crise. Donc une question se pose, à quoi ressemblera notre système de santé demain compte tenu de cette crise? Comment on peut améliorer le système de santé? Comment on peut le rendre un système plus résilient? Et aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de systèmes de santé dans le monde, pas que le Maroc, mais y compris les pays les plus avancés, les pays européens, les pays asiatiques, les États-Unis, en fait, ces systèmes de santé ont été pris de court d'une certaine manière et des questions se sont posées d'une manière aiguë. Alors, il y a une question, moi, que je me suis posée personnellement, c'est la question du système lui-même et sa résilience et sa capacité de subir des chocs, mais aussi comment des décisions, quels sont les mécanismes de décision politique ou des décisions même épidémiologiques, et lorsque ces décisions sont prises, comment ces décisions sont mises en place, comment sont mises en œuvre, comment elles impactent les populations. Et on l'a vu aujourd'hui dans tous les systèmes de santé du monde, et je vous donne par exemple les résultats d'une enquête qui a été effectuée au Brésil dernièrement, qui a montré au niveau de la population, et je vous dirai un tout petit peu la réponse dans ce pays. Par exemple, la santé n'a jamais occupé une place stratégique dans notre pays. Même si le système est parfait sur le papier, ben sur le terrain, il y a plein de problèmes. On manque de lits d'hôpitaux, de personnel, d'une gamme complète de médicaments. Et puis, les professionnels de santé, tous professionnels de santé confondus, sont en première ligne, sont démotivés, ils ne se sont pas mis en valeur. Et donc, ce sont des questions de fond qui s'opposent. Il y a aussi des questions relatives aux inégalités sociales qui ont été creusées par la pandémie. Donc, notre système de santé au Maroc ne peut plus être envisagé comme il a été avant. Et effectivement, si on veut avancer, il faut absolument réformer notre système et faire en sorte, effectivement, qu'il devienne un système beaucoup plus résilient. Bien sûr. Est-ce que déjà ça passe par un budget plus conséquent ou est-ce que ça passe par d'autres choses? Moi, je crois qu'il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a bien sûr des questions budgétaires évidentes, bien sûr, dans le système de santé marocain comme dans les autres systèmes de santé. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi la question, bien sûr, de la ressource humaine, d'une manière générale, qui se pose d'une manière extrêmement aiguë, aussi bien sur le plan quantitatif, sur le plan de la répartition au niveau national, et sur le plan aussi qualitatif, parce qu'on se rend compte qu'au Maroc, par exemple, on n'a pas assez d'anesthésistes réanimateurs, qu'on n'a pas assez d'infirmiers anesthésistes, qu'il y a plein de professions de la santé, on est en pénurie, et que ça pose un véritable problème. Et puis, ces ressources humaines sont-elles suffisamment motivées pour produire ce qu'elles doivent produire? Alors, effectivement, il y a la question de la finance, la question du capital humain. Il y a aussi, bien sûr, la question de la gouvernance de ce système. Et ça a été dit par le professeur Heikel, comment faire en sorte que notre système de santé puisse répondre réellement aux besoins de la population. La question du partenariat public-privé, qui est une question, effectivement, qui est posée sur la table. Là, on s'est rendu compte dans cette crise que il y a le public, en fait, qui est au devant de la scène, mais il y a un réseau dans le secteur privé qui est très dynamique. Il faut absolument qu'on trouve les mécanismes pour l'intégrer dans les politiques de santé, y compris les politiques de santé publique dans notre pays. Donc, le système de santé doit être absolument modernisé. Moi, je crois que c'est une volonté du ministère de la Santé bien avant la crise, mais la crise du Covid, en fait, a fait en sorte probablement d'accélérer le besoin de cette réforme. Et on l'a vu dans le discours de Sa Majesté, le dernier discours, qu'aujourd'hui, pour la première fois au Maroc, on a une vision très claire avec des dates pour la mise en place d'une couverture médicale universelle. Alors,
Si vous permettez… Est-ce qu'on doit aussi penser télémédecine? Est-ce qu'on doit aussi penser recherche et développement, intelligence artificielle par exemple? Est-ce que ça, on peut y penser dès maintenant? Absolument, absolument. Moi, je crois que la question de la transformation digitale a concerné en fait tous les secteurs de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, entre autres, mais le secteur de la santé, effectivement, peut énormément bénéficier du digital. Et comme vous savez, ce qu'on appelle le digital health, ou ce qu'on appelle aussi le e-health, c'est un peu l'intersection entre la santé et toutes les innovations numériques qui peuvent beaucoup, beaucoup apporter à la santé. Et comme vous le savez, aujourd'hui, en fait, dans le Covid, on s'est retrouvé dans un paradoxe. Pendant le confinement, d'abord, il fallait que les populations restent chez elles, à la maison, confinées, y compris les personnes qui ont des maladies chroniques, y compris les personnes qui avaient des problèmes de besoin d'aller à l'hôpital. Et en même temps, il était impossible de se déplacer. Donc, l'impossibilité de se déplacer, mais l'explosion des besoins médicaux. Et donc, cela a conduit en fait à une accélération de la télémédecine, une accélération de la téléconsultation. On l'a vu partout dans le monde que la téléconsultation est devenue une alternative incontournable, obligatoire, pour maintenir les personnes à domicile tout en leur assurant un suivi médical. Et donc, pour diminuer aussi le risque de contamination, donc le Covid a accéléré d'une certaine manière un peu le recours à la télémédecine au sens très, très large du terme, ou télésanté plutôt, où effectivement le digital peut beaucoup, beaucoup apporter. Et moi, je crois que, comme on l'a vu dans l'enseignement, le digital a accéléré le recours au digital, à l'industrie, etc., et bien dans la santé aussi. Donc, le Covid a accéléré l'intégration du digital dans la santé d'une manière générale. Et je pense qu'en post-Covid, on ne peut plus revenir en arrière et on aura besoin absolument de la digital santé pour la prévention, mais aussi pour la médecine prédictive, pour le soutien à domicile, pour le dossier médical personnalisé, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on dispose de beaucoup d'objets connectés pour la prise en charge assistée des malades, etc. Et bien sûr, toutes les techniques qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Chakib Nejari. Alors, je vais donner la parole à Mariam Bigdeli, peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit par professeur Jafar Eikel et par professeur Chakib Nejari sur la réforme de notre système de santé, impliquer davantage le secteur privé, peut-être penser dès maintenant à la télémédecine, au digital notamment, comme alternative dans la transformation future de notre système de santé. Ce sont des options que vous partagez? Tout à fait, Benoît. C'est évidemment quelque chose, professeur Eikel et professeur Nejari savent tous deux qu'on essaie de travailler et on pousse un peu les gouvernements en général à travailler sur ces partenariats publics-privés, à promouvoir. Les médecins de famille ont un énorme rôle à jouer, par exemple, dans la lutte contre Covid-19. On a dit à tort au début que c'était un problème hospitalier. C'était peut-être au début, dans le tout début de l'épidémie. Mais aujourd'hui, si vous avez des symptômes, un peu de fièvre, mal à la gorge, mal aux articulations, qui est-ce que vous allez voir? Vous allez aller voir votre médecin traitant parce que vous ne savez pas si vous avez une angine, la saison grippale commence, vous avez Covid, vous avez autre chose, une pharyngite. Donc, il va être aux premières lignes et il va devoir poser un diagnostic différentiel. Donc, il faut l'aider, il faut le former, il faut lui donner les outils pour pouvoir, il faut le protéger aussi parce qu'il doit pas tomber malade, lui. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont déjà sur la table, mais que le Covid va permettre d'accélérer si on peut saisir cette opportunité. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Je voudrais ajouter quelque chose qui, pour moi, est primordial. L'engagement des communautés. Ce n'est pas que le secteur privé, ce n'est pas que les spécialistes et les soignants, mais c'est aussi les soignés et les potentiels malades qu'on voudrait éviter. Parce qu'aujourd'hui, on a vu ça dans d'autres épidémies, et le Covid ne va pas faire défaut à ça. Si quelqu'un qui a des symptômes est stigmatisé, si tout le monde a peur, si on le suit dans sa communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher ses symptômes le plus longtemps possible en disant non, mais ça va aller, je vais retarder, il va retarder son traitement, il sera plus malade, plus malade, et si le cas échéant, et puis il va peut-être même vivre des situations dramatiques. Donc,
engager les communautés à être elles aussi résilientes et à ne pas paniquer, à comprendre que cette maladie est quelque chose avec lequel on va devoir vivre pendant quelque temps, à ne pas stigmatiser les personnes qui sont malades. Il faut les isoler, mais les isoler, c'est un isolement physique. Ce n'est pas un isolement social, ce n'est pas un isolement émotionnel, ce n'est pas un isolement psychologique. Et sans ça, on ne va pas non plus y arriver parce qu'il y a une anxiété, en fait, un stigma qui s'installe et qui est dommageable par rapport à la façon dont on va pouvoir se sortir de cette crise. On a un nouveau modèle de développement qui arrive, hein, qui sortira sans doute début d'année prochaine. Professeur Chakib Nejari, professeur Jafar Haikal, bon, on imagine que les ménages des membres de la commission sur le nouveau modèle de développement ont dû bien être sollicités à cause de cette crise. Est-ce que vous pensez que vos recommandations vont être entendues? Et d'ailleurs, on a une question là, de Mohamed sur la page Facebook de la Bricham qui nous dit justement, est-ce qu'on a besoin encore des politiques dans la santé? Est-ce qu'une agence de la santé pourrait être autant efficace qu'un ministère? Question qui peut se poser. Qui veut réagir? Professeur Jafar Haikal en premier, après Chakib Nejari. Écoutez, moi, je suis un légaliste et donc dans tous les pays, il y a des choix de l'État de par la Constitution. Dans les pays, ils choisissent d'avoir un gouvernement, un ministère de la Santé. Il y a des États où, par exemple, en épidémiologie, aux États-Unis, c'est le CDC d'Atlanta qui est la tête pensante d'un point de vue épidémiologique. Santé publique. Vous avez en France la Haute Autorité de Santé qui joue un rôle extrêmement important. Je ne crois pas encore une fois, que c'est contradictoire d'avoir un organe étatique, gouvernemental qui dresse les politiques donc, de santé, mais par contre, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut qu'il y ait une entité indépendante, une sorte de haute autorité de santé, ou appelons ça un haut commissariat à la santé. On en a au Maroc, hein, on a le haut commissariat au plan, on a l'Agence nationale de régulation des télécoms, on a les offices. Il y a probablement une réflexion à avoir pour soulager le côté, j'allais dire entre guillemets, régalien du ministère de la Santé, lui laisser bien sûr les prérogatives. C'est important que nous ayons un ministère donc de la Santé qui joue son rôle régalien, c'est-à-dire la définition des politiques donc de santé, la protection de la santé des citoyens, etc. Mais qu'il y a probablement une réflexion à avoir sur les instituts, certaines directions, etc., pour qu'elles puissent être sous la houlette d'une agence nationale ou d'une haute autorité donc de la santé qui, elle, pourrait aider, encore une fois, l'État à prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas se substituer à l'État. Avoir une agence ou avoir une haute autorité, ce n'est pas remplacer l'État. L'État doit garder donc son rôle important et fondamental, mais qui peut au moins pouvoir donner des recommandations fortes, importantes, indépendamment des politiques, dans le sens politicien donc du terme. La politique est importante dans tous les pays, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y ait cette agence ou cet organisation, cette institution qui peut prendre des décisions techniques et les proposer, mais avec pas un rôle consultatif, parce que sinon ça ne servirait pas à grand-chose. On a tellement de commissions, tellement de choses. Il faut que ça soit un rôle important qu'on va appliquer ces recommandations. Ça ne sert à rien, et je veux le dire en toute sincérité ici, d'avoir une haute autorité de la santé ou alors d'un haut commissariat de la santé si elle a un rôle consultatif. Parce qu'on l'a déjà vu, hein, il ne faut pas que ça soit un rôle consultatif. Il faut que ça soit un rôle qui est applicable par le ministère donc de tutelle et qui dit, suite à la recommandation de cette haute autorité ou de cette agence, eh bien, les décisions suivantes sont prises selon tel et tel timing et tel élément structurant de nature à aider la santé des populations. Je crois à ce modèle qui n'est pas une séparation totale, mais d'un travail en commun entre ce qui est étatique, gouvernemental, et qui dépend des politiques publiques, et ce qui est technique, scientifique et de régulation technique, qui peut être également quelque chose d'un côté. Ils ne sont pas contradictoires, au contraire, ils peuvent travailler ensemble. C'est à ce genre de modèle que je crois.
Alors, on a beaucoup de questions. On va les poser peut-être après l'intervention de Nourdine Afouez. D'abord, peut-être une réaction de Chakib Nejari sur la question qui venait de poser. Et puis, on a une question aussi pour vous. J'en profite pour vous la glisser, Chakib Nejari. Question de Saad qui nous dit comment évaluez-vous l'impact de la pandémie sur l'éducation médicale, notamment la qualité et l'adoption du e-learning? Oui, tout à fait. D'abord, pour la première question, j'irai dans le même sens que le professeur Heiken. Juste pour dire que la santé, quand même, s'appuie sur une politique de santé. Seulement, cette politique de santé qui doit faire des choix pour le pays, doit s'appuyer sur, effectivement, des données techniques, scientifiques, sur des recommandations qui se tiennent, sur des évidences qui se tiennent. Et pour cela, nous avons bien sûr besoin d'agences, effectivement, comme l'a dit le professeur Heikel, de commissariats peut-être ou d'autres autorités de haut niveau. Par exemple, l'agence du médicament, l'agence de santé publique, ça, ce sont des agences qui existent dans d'autres pays et effectivement, qui éclairent les décideurs politiques sur des choix qu'ils doivent faire. Et nous l'avons vu pendant cette crise, les choix ne sont pas simples. On l'a vu pour le confinement, le déconfinement, sur l'évolution de la maladie, sur les choix, même sur les protocoles thérapeutiques, etc. Il est très important d'avoir des agences fortes qui donnent des évidences fortes, qui éclairent les décideurs politiques, mais la santé reste quand même un domaine où il est important d'avoir une véritable politique de santé avec des choix gouvernementaux, avec des budgets, etc., avec des stratégies politiques importantes. Donc, seulement le ministère doit avoir un rôle plus politique que technique, et le côté technique et scientifique, effectivement, peut être confié à des agences très fortes et qui éclairent le décideur. Alors, par rapport à Pardon ? Sur la santé et l'éducation, oui. Oui, par rapport à la deuxième question sur l'éducation, oui, effectivement, là aussi, c'est un défi majeur auquel on a été confronté aujourd'hui. Moi-même, aujourd'hui, je travaille dans une université et tout d'un coup, effectivement, on a été bousculé par le Covid. Et c'est vrai que dans l'université où je travaille, nous avions déjà choisi, bien avant la survenue de l'épidémie, de nous appuyer beaucoup sur le digital dans le domaine de l'enseignement. C'était un choix stratégique de l'université, un choix qui obéit d'abord à des exigences pédagogiques. Et nous nous rendons compte avec le Covid qu'il faut accélérer la substitution digitale, si je peux appeler ça comme ça, au bénéfice de l'enseignement médical, de l'éducation médicale. Alors pour nous, en fait, le modèle d'enseignement en médecine, d'abord là aussi, le modèle doit être modernisé. Avant, nous-mêmes, lorsqu'on était étudiants en médecine, on était dans des amphithéâtres, etc. Aujourd'hui, ce modèle d'enseignement est fini. Aujourd'hui, il y a la crise de l'amphithéâtre. Même lorsque vous avez dans une promotion 400 étudiants, vous en avez 5 qui sont à l'amphithéâtre. Aujourd'hui, le modèle d'enseignement adopté s'appuie sur le digital parce qu'en fait, l'information médicale, l'information éducative se trouve un peu partout. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur le digital pour la transmettre. Par contre, l'étudiant, lorsqu'il est présent à l'université, il doit venir pour apprendre le métier de la santé, pour apprendre, pour faire de la simulation, pour faire des stages hospitaliers, pour faire des démonstrations, pour faire des cas cliniques, mais tout l'enseignement théorique peut largement se faire par le digital. Et d'ailleurs, même la partie pratique aujourd'hui, il y a de la simulation qui permet aussi d'enseigner par le digital. Donc aujourd'hui, le modèle éducatif médical, là aussi, doit changer. Et l'étudiant, lorsqu'il vient à l'université, qu'il soit en médecine ou dans les sciences infirmières ou dans les techniques de santé ou de l'ingénierie biomédicale ou même dans la santé publique, il doit venir pour discuter avec l'enseignant, pour échanger, pour apprendre un métier et qui va lui servir sur le plan pratique. Voilà un tout petit peu le modèle éducatif qu'on voudrait adopter. Alors, on a un peu de retard, on va dépasser d'un quart d'heure l'horaire prévu. Je suis désolé d'avoir fait attendre Nourdine Afouez, qui est donc le directeur général de GSK Maroc. Rebonjour, ou plutôt bonsoir. Oui, rebonsoir Benoît. Franchement, j'ai pas attendu beaucoup parce que je me suis énormément instruit grâce à nos panélistes que je remercie par l'occasion. Non seulement pour les interventions bien éclairées sur l'impact du Covid, mais également pour leur engagement personnel dans la lutte contre ce fléau, le Covid, ou la Covid comme on dit aujourd'hui. Et un grand merci pour… Merci à l'Académie française. Exactement. J'ai encore un peu de mal avec le là, mais je vais essayer de le faire d'ici la fin de cette intervention. Voici. Merci en tout cas d'être avec nous et de nous parler justement
bien, de l'impact de la Covid-19 sur votre industrie. Hein. C'est vrai qu'il y a une course au vaccin, mais pas que. Il y a aussi des impacts. D'abord, peut-être, Nordine Afouas, parlez-nous un petit peu de GSK et justement de l'ampleur que cette crise a eue sur votre activité. Très bien. Donc GSK Maroc est une entreprise pharmaceutique marocaine filiale d'un groupe multinational et nous sommes installés au Maroc depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec 150 collaborateurs directement employés par GSK, mais également avec des emplois indirects générés par GSK grâce à la collaboration avec différents partenaires locaux. Comme je vous ai dit, on est installé depuis plus de 40 ans et nous sommes acteurs du parcours de soins du patient. Nous avons la chance d'intervenir dans différents domaines thérapeutiques et d'être leader de certains, notamment l'antibiothérapie, le respiratoire, également un rôle très important dans la gestion des maladies du système nerveux central et enfin l'actualité du moment et le domaine important du moment étant la vaccination. Alors les impacts, nous les avons vécus comme tous les domaines économiques, mais également tout le secteur de la santé. Pour pas revenir sur les sujets qui ont été très justement partagés par nos chers intervenants, j'ai envie de vous dire au fait que l'impact a été subi de façon, je veux dire, soudain, pas forcément prévu. Donc, ce qui nous a marqué pendant cette période, c'est d'avoir à s'adapter à ce qu'on appelle le nouveau normal. Et dans un premier temps, avant d'aller sur le nouveau normal, c'est déjà de gérer la crise. Et en tant qu'entreprise du médicament, on a eu 2-3 priorités à choisir. La première, et pas forcément dans l'ordre, hein, c'est la sécurité de nos collaborateurs, mais aussi la sécurité de nos partenaires et de nos intervenants externes. Et pour cela, en fait, comme vous pouvez l'imaginer, il a fallu faire des choix rapides, bien avant les décisions très justement prises par nos autorités. Ça a été d'arrêter toute forme d'interaction en face-face, par exemple, notamment pour l'information médicale qui est dispensée par nos équipes avec des interactions avec les professionnels de santé. Nous avons privilégié la protection de nos équipes, mais également la protection de ces professionnels de santé, de façon à ne pas rajouter des difficultés supplémentaires dans la gestion de cette crise. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a eu une focalisation énorme, et je veux vraiment remercier à la fois mes équipes, mais aussi toute la chaîne logistique qui nous a permis d'assurer la pérennité de l'approvisionnement en médicaments et en vaccins pour l'ensemble de la chaîne, pour l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi les patients qui en avaient besoin. Et pour rien vous cacher, je suis vraiment fier que cette période qui a été extrêmement tendue en termes de gestion logistique, il faut imaginer que pendant quelques mois, il y a eu un arrêt de la chaîne logistique au niveau mondial qui a aussi impacté le territoire marocain. Il a fallu s'organiser, trouver des solutions, des alternatives, gérer les surcoûts, tout en ayant un axe toujours focalisé sur la santé du patient, sur la pérennité de son soin et la gestion de sa pathologie. Et puis bien sûr, ce que je relate pour GSK est également le même vécu pour l'ensemble des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Et je voulais aussi signaler une très bonne initiative prise par le ministère de la Santé qui a été de générer un suivi hebdomadaire de la gestion des stocks, ce qui a aussi démontré qu'au Maroc, nous avons une quasi-autonomie dans la gestion de l'approvisionnement en médicaments grâce à une industrie qui est forte au Maroc. Il faut savoir en fait qu'on a environ 8 médicaments sur 10 qui sont fabriqués localement, mais pour le reste qui est importé, nous avons aussi la capacité de les importer et de maintenir cet approvisionnement. Et puis enfin, c'était les priorités à l'instant de la crise, au plus haut de la crise. Nous sommes toujours dans une phase où nous ne sommes pas encore dans le nouveau normal. Nous essayons de maintenir nos activités dans ce nouveau normal. Donc, il faut s'adapter. Et tous les jours est différent de la veille. Et tous les jours sera différent du lendemain. Donc, et c'est ça, en fait, toute notre priorité du moment. Alors, on sait, Nordine Afouas, que GSK a débuté ses premiers essais sur l'homme concernant un vaccin en partenariat avec Sanofi. Est-ce que vous êtes optimiste sur la sortie d'un vaccin
d'ici le printemps 2021? Côté optimiste, oui. Je serai, comme tout professionnel de la santé, très prudent en termes d'excès d'optimisme. Vous savez, la science, elle est basée sur l'évidence. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en partenariat avec Sanofi et GSK, nous avons développé un vaccin adjuvant avec GSK qui fournit l'adjuvant et Sanofi l'antigène Covid-19. Nous sommes aujourd'hui, comme vous l'avez très justement dit, en phase d'essai clinique, phase 1, phase 2, qui vient de démarrer il y a quelques jours avec l'admission, l'inclusion d'environ 400 patients dans l'essai clinique. La bonne nouvelle, c'est que nous attendons des résultats d'ici la fin de l'année. Si ces résultats sont positifs, nous allons pouvoir démarrer très légitimement une phase 3. Et bien sûr, si la phase 3 démontre à la fois l'efficacité et la bonne tolérance, nous serons amenés et surtout en mesure de pouvoir commercialiser et mettre à disposition de l'ensemble des professionnels de santé un vaccin anti-Covid, je l'espère d'ici le deuxième semestre 2021. Au passage, je le dis pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les essais cliniques, le cycle de vie d'un médicament, il faut savoir que nous sommes en train de parler de phase extrêmement accélérée par rapport aux standards. Dans les conditions standards, nous parlons de plusieurs années avant de développer un vaccin qui a démontré toute son efficacité et son innocuité. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelques trimestres après le lancement d'essais cliniques et en fait, il y a de quoi être positif parce que nous avons des possibilités de développer un vaccin. La bonne nouvelle, c'est que GSK et Sanofi œuvrent main dans la main pour pouvoir y parvenir. Il faut aussi se réjouir d'avoir d'autres compagnies, d'autres industries, d'autres universités qui travaillent également sur des candidats vaccins. Ceci va nous permettre de faire face en Europe. Nous aurons besoin de tout le monde. Quelles leçons vous tirez, vous, pour l'instant, Nordine Afouez, de cette crise de la santé? Vous nous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? En fait, beaucoup de choses ont été dites par nos chers intervenants. Je pense que la revue du système de santé au Maroc est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que l'impulsion qui est donnée par le discours de Sa Majesté le Roi va permettre et permet déjà d'accélérer cette mise en œuvre. Ça va prendre du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'industriel, en tant qu'acteur du système de soins, nous voulons être partie prenante de ce projet. Nous voulons aussi contribuer à ça. Et au travers du LEM auquel j'adhère, auquel je fais partie du bureau, nous sommes partie prenante de ce projet et nous ferons le nécessaire pour y contribuer. Je pense que comme l'a très bien dit le professeur Nedjari, la digitalisation de la santé est un élément qui va être très très important et qui a été visible durant la crise. Quand on est en plein confinement et que nos patients ont pu être pris en charge par des médecins dévoués qui ont pu le faire à distance, ceci montre que la digitalisation a pu être possible. Maintenant, il va falloir accompagner cette digitalisation de façon à ce qu'elle soit bien structurée. On parle de la relation patient-médecin ou médecin-patient à distance. Ça va être important d'accompagner la médecine à distance. En parallèle, nous parlions tout à l'heure du dossier patient, permettre aussi à ce qu'il y ait un suivi optimisé dans des conditions où la mobilité pourra être différente. J'ai envie de dire aussi que l'approvisionnement en médicaments et en vaccins va rester une priorité et elle va devoir être encore plus renforcée. La bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est que nous avons une quasi relative autonomie au Maroc et c'est une force que le Maroc a et qu'il pourra continuer de nourrir. Et puis enfin, pour terminer sur la vaccination, plus que jamais, la prévention a démontré son importance. Et je veux vraiment profiter de cette occasion pour féliciter nos chers confrères de Infovax qui ont fait un travail remarquable sur la sensibilisation, notamment au plein pic de la crise, sur l'importance de la vaccination, non seulement pour nos enfants, mais également la vaccination adulte qui va contribuer à améliorer la prévention des maladies en général. Ouais. Et on rappelle, merci beaucoup Nordine Afouez, et on rappelle que
au Maroc, on a quand même un taux assez important de Marocains qui sont enclins à se faire vacciner. Je voudrais terminer, on a eu beaucoup de questions, par une seule et dernière question, celle de Ahmed qui nous pose cette question-là. Y a-t-il une sorte de task force au Maroc pour appréhender cette crise? Professeur Jafar Ekel, professeur Chakib Bejari, peut-être Mariam Bigdeli également pour conclure. Écoutez, moi je crois que je suis persuadé que tu as fait ton homework et que tu as lu qu'à plusieurs reprises, j'ai proposé qu'il y ait une task force à ce sujet. Benoît Landry, tu le sais, je l'ai écrit, je l'ai dit. Tout à fait. Il y a un comité national stratégique qui fait un travail formidable, ministère de l'Intérieur, la Santé, les Finances, plusieurs ministères. Il y a au niveau de chaque région présidée par le Wali une commission Covid interdépartement qui joue un rôle extrêmement également donc important sur le plan régional. Il y a un comité national scientifique et technique qui est censé donner des recommandations au ministre de la Santé pour prendre les décisions donc, et les mesures. Mais moi, je pense, encore une fois, et je le dis avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de recul et beaucoup de sérénité, je crois qu'il est important qu'il y ait une task force et qui puisse, elle, encore une fois, comme on a parlé tout à l'heure de la haute autorité de santé ou au conseil de santé, qui puisse, elle, avoir cette multidimension, mais cette réactivité par rapport à notre système donc, de santé et à le préparer parce que Myriam Bigdeli le sait très bien, on a connu la Covid-19, mais on connaîtra d'autres épidémies, on connaîtra d'autres virus, on connaîtra d'autres problèmes de santé et il faut que cette occasion qu'on puisse être capable de réagir autrement. Nous avons fait de belles choses, il faut le reconnaître. Je pense qu'il faut féliciter le Maroc, le gouvernement marocain, pour les belles choses qui ont été réalisées. C'est un fait, il faut être honnête et le dire. Néanmoins, il y a des choses qu'on doit et qu'on devrait encore optimiser et améliorer. Et peut-être que cette task force, ça sera, si vous voulez, le trigger pour accélérer le process de telle sorte à aujourd'hui ralentir et freiner cette pandémie. On doit apprendre à vivre avec la COVID-19. On ne va pas contrôler, on ne va pas l'éliminer tout de suite, ça c'est clair. On en a encore au moins pour plusieurs mois, je dis au moins. Il faut apprendre à vivre avec, gérer autrement. Et au lieu de dire je vais arrêter et stopper le virus, voyons comment est-ce que nous pouvons, nous tous ensemble, les professionnels de santé, l'OMS, les organisations gouvernementales, non gouvernementales, les médias, la population, travailler ensemble à côté de ce virus en le contrôlant, en le gérant, en le surveillant et en prenant en charge les gens qui sont malades et surtout les populations les plus vulnérables, sans oublier les autres patients qui ont les autres maladies et non pas la COVID-19, qui doivent être également notre priorité en termes de préoccupation sanitaire. Bien entendu, réaction de professeur Chakib Nejari, puis on aura une question également pour Mariam Bigdeli. Alors Chakib Nejari, je crois que votre micro est désactivé. Oui, je voulais dire que je vais dans le même sens que le professeur Heikel. Effectivement, au Maroc, nous avons vu d'abord, dès le début de l'épidémie, une mobilisation extraordinaire. Ça, donc, il faut le reconnaître, une mobilisation vraiment inédite pour lutter contre la pandémie à tous les niveaux, pas que la santé, pas que le secteur de la santé. Et nous avons effectivement des commissions nationales qui ont pris leurs responsabilités, qui ont pris des décisions. Et la vérité, nous pouvons être très fiers donc, de la mobilisation nationale pour lutter contre la COVID-19. Et nous avons eu la chance au Maroc d'avoir un leadership Sa Majesté, pour lutter contre cette pandémie. Alors maintenant, effectivement, moi je crois que d'abord qu'il faut qu'il y ait de la mobilisation continue qui se poursuit sur le plan national pour lutter contre la COVID-19, il faudrait effectivement impliquer tous les acteurs. Moi, je crois que, comme ça a été dit par Madame Bigdeli, moi, je crois que la communauté, d'une manière générale, la société civile, doit aussi absolument être vraiment, disons, en première ligne pour sensibiliser les populations, surtout par rapport aux questions de prévention. Nous l'avons vu dans d'autres pathologies. Moi, je crois que, comme vous le savez,
La létalité, elle est liée aux cas graves et le réservoir des cas graves, c'est les cas en fait qui sont positifs et il faut absolument qu'il y ait une mobilisation totale pour que la prévention puisse se faire correctement, pour sensibiliser les populations, pour expliquer. Et effectivement, lorsque on dit la population, c'est pour lutter contre la COVID-19, mais aussi pour protéger les populations vulnérables. Il ne faut pas oublier effectivement les maladies chroniques, car si on ne s'occupe pas de toutes ces maladies, aussi c'est un réservoir et qui peut conduire à des décès, à un excès de mortalité. Moi, je pense qu'effectivement, une task force nationale comprenant tous les acteurs est importante pour lutter efficacement contre la COVID-19. Et comme vous le savez, nous allons vivre pendant quelques mois, j'espère, pas quelques années, j'espère quelques mois avec cette maladie et nous n'avons pas le choix que nous soyons la main dans la lutte contre ce virus. Mariam Begdeli, alors une question pour vous, bien que vous aviez répondu un petit peu tout à l'heure, mais pensez-vous, c'est Ahmed qui la pose cette question, pensez-vous que le Maroc dispose d'une feuille de route pour sauver son système de santé, impliquant à la fois des acteurs politiques, économiques et sanitaires? Je pense que le Maroc a tous les éléments de cette feuille de route, oui. Je pense qu'on a eu beaucoup de discussions avant l'épidémie. On a eu deux forums très importants, le forum sur le financement de la santé au mois de juin, le forum sur les soins de santé primaires au mois de décembre. Tous les deux forums ont rassemblé énormément de monde, étaient sous un leadership politique important, puisque nous avons eu le patronage de Sa Majesté dans ce forum. Il y a la lettre royale du 7 avril qui a été adressée, 7 avril 2019, qui a été adressée aux participants de la Journée mondiale de la santé aussi, qui est très claire, qui dit très clairement, qui donne vraiment, qui va dans les détails même des orientations de Sa Majesté sur la réforme des soins de santé primaires, le secteur du médicament, etc. Donc cette feuille de route, elle existe même dans les orientations même de Sa Majesté. La question qui se pose est comment on prend ces orientations et comment on les opérationnalise. Et donc peut-être qu'une task force effectivement est un moyen d'opérationnaliser. Si je peux me permettre de petites remarques à clôturer, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je ne peux pas clôturer cette intervention, ni aucune autre d'ailleurs, sans insister sur un élément important qui est l'élément du genre. On l'oublie très très souvent. Vous savez que le confinement a créé une recrudescence dans les violences domestiques à l'égard des femmes partout dans le monde, parce que les conditions étaient tellement stressantes et l'enfermement, le manque d'accès dû au confinement aux services sociaux et de soutien et de support. Mais ce n'est pas la seule dimension du genre. J'aimerais quand même qu'il y ait une réflexion. Ce serait intéressant d'avoir une réflexion sur cette question. Il y a par exemple une étude qui est sortie récemment qui a regardé sur les mécanismes de gouvernance de Covid-19 dans plusieurs pays, notamment les comités interministériels qui prennent les décisions. Donc là, c'est une étude sur un certain nombre de pays. Il a trouvé que c'était des commissions qui étaient presque essentiellement masculines, assez souvent uniquement gouvernementales, avec peu de participation de la société civile, très peu de femmes représentées, même parmi les experts qui y figuraient. Donc, je pense que c'est absolument important, quel que soit le mécanisme qu'on met en place, que ce soit un mécanisme ouvert et divers, de manière à pouvoir représenter et prendre en compte les différentes facettes d'une société, parce que les femmes, c'est 50% de toutes les sociétés. Et donc, c'est important de considérer les délais d'accès qu'elles peuvent avoir, le manque d'accès qu'elles peuvent avoir à certaines informations, les différents obstacles qui peuvent s'opposer à elles pour la COVID-19, mais aussi pour autre chose. Ça, c'était mon point. Je termine sur un point important qui est que le Conseil mondial pour la préparation aux urgences, le Global Preparedness Monitoring Board, a remis avant-hier son rapport. Et malheureusement, ce rapport s'appelle « Un monde en désordre ». Et il vaut la peine d'être consulté parce que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la situation n'a pas forcément changé dans la façon dont nous appréhendons le futur, malheureusement. Nous avons une certaine élasticité qui fait qu'on a tendance à vouloir revenir
à un normal d'avant. Et le problème, c'est que cette pandémie, elle était prévisible et la prochaine va venir aussi. Ce ne sera pas la Covid-19, mais il y aura autre chose. Et le rapport Un monde en désordre le prédit déjà. Et ce qu'il demande, c'est que nous cessions ce cycle de panique et de négligence. C'est-à-dire, nous paniquons, et puis après que la vague est passée, nous passons dans un cycle de négligence où nous essayons de retourner à une certaine normalité et où nous oublions que nous avons paniqué. Or, il faut vraiment tirer ces leçons de ces moments de crise et pouvoir projeter, parce que d'autres pandémies peut-être nous attendent encore. Merci beaucoup, Mariam Bigdeli. Alors, on a deux dernières questions. Je vais vous demander peut-être à chacun d'intervenir en 2 minutes pour terminer ces deux dernières questions que je vais faire en deux. C'est des questions de Redouane et de Soumia. Redouane qui nous pose la question, peut-être pour le professeur Jafar Eikel et Chakib Nejari, que pensez-vous de la stratégie de la Suède pour la gestion de la pandémie? Et puis, on a Soumia qui nous pose la question du prix du futur vaccin. Je sais que GSK et Sanofi militent pour un prix en deçà de 10 €. On sera sans doute très en dessous, peut-être 3 € aux alentours. Est-ce que Nourdine Afouaz et Mariam Bigdeli voudront réagir à cette question-là de Soumia? Peut-être d'abord sur le cas de la Suède, très rapidement, messieurs. Chakib Nejari pour commencer, puis Jafar Eikel. Ah, le micro est désactivé, professeur Chakib Nejari. Oui, question qui se pose effectivement très fréquemment, la stratégie de la Suède. Moi, je crois que comme vous savez, l'une des problématiques que l'on a ici au Maroc et dans d'autres pays africains, c'est la question de l'éducation à la santé. C'est une véritable question qui se pose et c'est vrai qu'on l'a vu que l'une des conséquences de l'analphabétisme et de l'insuffisance de l'éducation, et bien simplement, ce sont des mesures préventives qui ne sont pas bien observées. Et c'est vrai que la Suède en particulier, c'est un pays qui est très, très avancé sur le plan d'éducation pour la santé au niveau de la population. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup aidé pour lutter efficacement contre la maladie. C'est vrai que la Suède n'a pas pris les mesures de confinement qu'on a vu dans d'autres pays, mais la Suède s'est appuyée sur un modèle où effectivement la prévention, même en dehors même du Covid, l'éducation pour la santé, même en dehors de la crise du Covid, est extrêmement forte. C'est l'un des pays les plus avancés à ce niveau-là. Et effectivement, ça nous donne aussi disons, des pistes qu'on doit absolument adopter pour notre pays. C'est travailler le fond de l'éducation pour la santé dans notre pays, c'est travailler sur la population, quelle que soit d'ailleurs la maladie. Et donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. On l'a vu que même si on a de belles stratégies, même si on a des beaux plans d'action, eh bien, si la population elle-même ne suit pas, ça pose des problèmes. Professeur Jafar, sur le cas suédois. Écoutez, honnêtement, bon, on n'est pas la Suède, mais je pense qu'il faut avoir une réflexion sur la notion d'immunité collective acquise ou immunité communautaire. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, il faut de la surveillance épidémiologique, mais je ne crois pas qu'il faut, en tout cas de l'expérience que j'ai sur le terrain, ça fait 6 mois que je vois des patients, que je traite des patients, il ne faut pas que la psychose s'installe ou que la peur s'installe. La peur paralyse et change des décisions et peut parfois donner des décisions bizarroïdes. Je crois qu'il faut être prudent, il faut surveiller, c'est une maladie sérieuse, je crois qu'il faut y mettre les moyens nécessaires, il faut avoir cette réflexion santé publique et épidémiologique, mais sans en créer une psychose pour cette pathologie. Et de toutes les façons, l'immunité collective, on ne connaît pas sa durabilité, on ne connaît pas son niveau de protection, il faudra qu'elle arrive progressivement. Si un vaccin qui arrive, eh bien, tant mieux, ça aidera. Ben, si le vaccin n'arrive pas au bon moment, nous avons encore, et c'est la stratégie de l'OMS, prévention primaire d'abord et avant tout, éducation pour la santé, préparation du système de santé et les soins de santé de base doivent encore rester au cœur du système de santé en attendant de pouvoir gérer la crise. Alors, je sais que Nourdine Afouaz et que Mariam Bigdeli n'ont pas une boule de cristal, mais la question se pose forcément, c'est Soumia qui l'a posée, le prix du futur vaccin. Difficile de savoir, mais je sais que Nourdine Afouaz, vous me corrigez si je me trompe,
Je sais que Sanofi et GSK ont d'ores et déjà annoncé que le prix du vaccin sera, en tout cas, en deçà de 10 €. On peut aller beaucoup plus loin encore ou pas? Est-ce que pour l'instant, on a des idées, des ordres de grandeur par rapport à ça? En fait, Benoît, je pense que vous avancez un petit peu à ce stade-là, non pas sur la notion du prix. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que notre priorité, c'est de démontrer l'efficacité de notre vaccin et de se préparer pour le moment où ce vaccin-là aura démontré l'efficacité et sera potentiellement mis sur le marché, d'être en capacité de produire des centaines de millions de doses du jour au lendemain. Donc, pour rien vous cacher, la position du groupe GSK, c'est nous ferons le maximum pour que ce vaccin-là soit à un prix abordable et accessible à la plus grande partie du monde. Donc, c'est important de tenir compte de cet élément, d'autant plus qu'il y a une annonce qui a été très forte de la part du groupe GSK, c'est que nous ne générerons aucun profit du vaccin qui sera développé pour le Covid-19. C'est-à-dire que tout sera réinjecté dans la prévention et dans le développement de futurs traitements et vaccins pour gérer la pandémie. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, j'espère que nous serons effectivement dans l'ordre de prix que vous signalez. J'espère beaucoup moins, parce que certains pays verront ce prix-là encore difficilement accessible. Donc, les GSK s'engagera à le rendre le plus disponible, le plus abordable. Marianne Becbelli, pareil, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais je sais que l'initiative COVAX vise en tout cas à rendre ce vaccin le plus équitable possible. C'est ça. Donc, effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a énormément de facteurs qu'on ne connaît pas, qui sont effectivement combien de doses on va réussir à produire, à quel coût on va pouvoir produire ces doses, etc. Mais quel candidat vaccin? Parce qu'il y en a qui ont des technologies peut-être plus chères que d'autres. Donc, parmi ces candidats, lesquels seront en fait efficaces et safe, et ça va dépendre en fait de ces différentes technologies pour déterminer un prix. Ce que je sais que c'est la facilité COVAX, elle essaye d'organiser un accès équitable, entre autres en promettant le financement à un groupe de pays que nous savons ne peuvent pas se payer le vaccin, donc à travers les financements, ce qui existait déjà avant, hein, que pour le Covid, hein, Gavi, les financements Gavi pour la vaccination existent dans de nombreux pays pour les vaccinations de base, donc, et s'appliqueront au Covid et d'autres sources de financement. Donc, c'est là où l'accès équitable, c'est-à-dire quel que soit le prix, on essaiera également qu'il y ait du financement pour les pays qui ne vont pas se permettre d'acheter ce vaccin, en laissant les pays plus riches financer à une plus grande échelle leur utilisation. Stéphane Orr nous a rejoint à nouveau. Ce qui est certain, c'est que le lavage des mains et les gestes et la distanciation physique ne coûtent pas. Et je vais vous dire quelque chose, elle vous protège aussi d'autres maladies transmissibles, notamment de la grippe, qui elle aussi peut être mortelle. Bien entendu. Stéphane Orr, le président de la BRICHAM, la Chambre britannique, nous a rejoint. Magnifique webinaire, Stéphane. C'était super magnifique et très intéressant. Tout le monde est très intéressant quand on va avoir un vaccin et combien ça va coûter très cher. Mais le plus important, je pense, c'est pour la population, pour suivre les règles, pour avoir les bonnes distances sociales, porter le masque, laver les mains et faire le maximum, mais pas faire les grands groupes ensemble aussi. Dans mon travail, on a fait le maximum pour avoir plus de distance, travailler à la maison quand c'est possible et disperser les gens dans l'usine le maximum aussi. Je pense que ça commence avec chaque personne. Chaque personne, ils ont leur responsabilité pour leur santé. Et après, on attend les experts qu'on a entendu ce soir pour voir les solutions comme un vaccin et les trucs comme ça. Mais c'était super intéressant pour moi ce soir. Merci beaucoup pour tous les intervenants. Merci. Merci, Jordi. Je donne le mot de la fin. Vous qui avez été notre partenaire sur ce webinaire.
Oui, très bien, merci Benoît. Donc, dans un premier temps, un chaleureux remerciement à nos intervenants. Franchement, j'ai beaucoup appris et j'ai aussi vu au combien des personnes engagées peuvent contribuer à la gestion de cette crise par leur propre savoir et par leur réseau d'influence. Je veux aussi de remercier la Bridgecham pour la qualité de cette préparation, les thématiques qu'elle réussit à aborder et un partenariat de qualité avec la Bridgecham. Et puis, mon dernier mot sera adressé à l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la prise en charge du Covid au Maroc. Un vrai message de solidarité, un vrai remerciement au nom de GSK et de tous mes collègues dans cette entreprise. On est extrêmement fiers de ce que vous faites, on est extrêmement admiratifs de ce que vous faites au quotidien, dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Je pense toujours à un médecin ou une médecin qui est en même temps un parent, qui est aujourd'hui donne de sa personne pour pouvoir à la fois continuer de prendre en charge le patient et en même temps continuer d'être parent et de facto sa protection il la gère à la fois pour son patient et pour sa famille. Donc toujours admiratif. Donc, merci pour ce que vous faites et j'espère que nous sortirons de cette crise de manière saine et sereine. Et enfin, sans oublier tout le travail qui est fait aussi par le ministère de la Santé. C'est pas rien en fait de prendre des décisions au quotidien. C'est pas rien de prendre des postures qui ont un impact économique certes, mais qui ont aussi un impact positif sur la prévention et sur la gestion sanitaire de cette crise. Bravo au ministère de la Santé, bravo à la DMP qui soutient aussi l'industrie pharmaceutique dans la gestion de cette crise. Merci à tous et je suis très ravi de cette conférence. Merci beaucoup, Nordine Afouez, directeur général de GSK. Merci beaucoup, Mariam Migdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé du Maroc. Merci, professeur Cheikh Jari, président de l'Université des sciences de la santé. Merci beaucoup, professeur Jafar Alkel, directeur de la clinique Merci et spécialiste en maladies infectieuses. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgecham. Très bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci Benoît. Merci Benoît. Merci. Merci, bravo. 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 À bientôt. Enchanté également. À bientôt.